Pour moi, un des sujets phares de la masculinité, c'est la sexualité. C'est un sujet que j'aborde, c'est comme un des piliers. Parce que je crois que si on parle de déséquilibre du masculin, il y en a plein. Mais je crois que celui-là, c'est celui qui est le plus dans l'ombre. C'est celui dans lequel, malheureusement, on n'en parle pas assez. Et ce qui est étrange, parce que c'est quand même, l'humanité est créée autour d'un rapport sexuel. Et le rapport sexuel, la sexualité et cette pulsion et ce qui nous habite est quelque chose de très tabou. Et je crois que moi, en m'intéressant à ça, en déconstruisant mon rapport aux femmes, mon rapport à la sexualité, j'évolue en tant qu'homme. J'acquiers un discernement que je ne connaissais pas. Je me découvre. Je suis capable d'envisager le rapport humain avec les hommes et les femmes d'une autre façon. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur deux, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast, ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Domam. C'est quoi être un homme en chemin ? Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Flo de la Vega. Alors tu le connais peut-être comme musicien, ancien membre du duo Frérot de la Vega. Mais aujourd'hui, il est aussi un homme en quête d'authenticité. Et dans cet épisode, Flo partage avec beaucoup de sincérité son parcours, depuis la scène jusqu'à une vie plus simple, proche de la nature, où il guide aujourd'hui des hommes à se reconnecter à eux-mêmes. Ensemble, on parle de ce que ça signifie, être un homme en chemin, accepter ses doutes, faire tomber les masques, et avancer avec humilité. Mais on va aussi plus loin. Flo évoque sa paternité, un véritable révélateur d'émotions et de transformations, ainsi que la manière dont il revisite le rapport au masculin, à la sexualité et à l'amour. Une interview authentique, introspective, sur ce qu'est être un homme aujourd'hui, et une invitation à explorer sa vulnérabilité, à se reconnecter à l'essentiel, avec bienveillance et courage. Alors suivez le flow, bonne écoute. Salut Flo. Salut. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Comment tu te sens ? Avec quoi tu arrives avec nous aujourd'hui ? Ta météo du moment ? Météo du moment, elle est assez douce. Elle est assez calme, elle est assez en paix. Je me sens bien en ce moment. Justement dans un truc assez serein, assez contemplatif et quand même focus sur mes projets. Merci. J'aimerais qu'elle soit aussi douce. Pour ma part, j'ai eu une grosse frustration hier soir suite à un refus d'un nouveau logement et je t'avouerais que ça faisait longtemps que qu'on m'avait pas activé ma blessure d'injustice. Okay. Et tu vois, ouais, et cette frustration, et ça faisait longtemps que je l'avais pas ressenti, tu vois, de l'observer, de comment ça se manifeste en moi, dans mon corps, et comment je peux la traverser. Yes. C'est super intéressant à la fois et à la fois très désagréable. Donc je sens qu'il y a quelques résidus de cette frustration encore pour t'accueillir. Mais aussi, forcément, je suis content. J'ai réussi enfin à t'avoir. Yes. Bravo. Merci. Non, très content de t'accueillir. Et je commence toujours le podcast en laissant l'opportunité à mon invité de se présenter, comment il a envie de se présenter aujourd'hui. Yes. Toi qui a été quand même
sous le feu des médias pendant un temps, mais je pense que ça a beaucoup changé et peut-être que les gens n'ont pas forcément suivi ton parcours. Donc, comment tu te présentes aujourd'hui, toi, Flo? Comment je me présenterai avec toi? Je m'appelle Flo de la Vega. Je suis artiste, multifacette un petit peu, en tout cas. C'est comme ça que j'explore mon existence en ce moment, en essayant de faire plein de choses qui m'appellent. Donc, à la base, j'ai été connu effectivement pour être chanteur. Puis j'ai traversé toute une époque de recherche. Et donc, j'ai été jardinier à un moment donné. J'ai été ermite, j'ai été mystique, j'ai été plein de versions et j'ai écrit un livre ensuite sur toute cette époque et voilà. Et aujourd'hui, je propose des espaces pour les hommes. J'essaie de m'exprimer en fait avec tout ce que je suis, le côté artistique, le côté aventurier, le côté chercheur. Dans l'introspection, dans ce côté spirituel et j'aime profondément l'adrénaline, l'intensité, le partage et donc j'essaie de trouver ça un peu partout dans ma vie. Et là en ce moment, je participe à des podcasts, j'ai un blog, j'ai mon propre podcast et donc c'est retraite autour du masculin. C'est une longue présentation. Oh, t'inquiète, j'ai eu beaucoup plus long que ça. Et merci. Et oui, justement, si j'ai voulu t'inviter, effectivement, c'est pour tes retraites autour du masculin. Comment tu les pitches, toi? Comment tu les présentes? C'est en process. Donc là, en ce moment, la présentation, elle tourne autour du mystère, elle tourne autour du lâcher prise et du fait de se lancer face à l'inconnu. Donc j'invite les hommes dans une aventure. C'est vraiment la base, la structure de base de ce que je propose, c'est une aventure humaine, physique, en lien avec la nature, en lien avec le défi, en lien avec l'inconfort, avec le fait de côtoyer justement des choses qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer dans nos vies. En tout cas, on le fait pas en le choisissant. Souvent la vie vient nous défier, elle vient nous mettre face à l'inconfort, face à la frustration dont tu parlais. Ces choses-là, on les vit tous. On a tous ce lot d'expériences et j'aime bien la philosophie qu'il y a derrière l'aventure. J'aime bien ce qu'on y trouve dans le fait de se défier, dans le fait d'aller dans quelque chose de pas du tout normal entre guillemets, tu vois, de se mettre dans des conditions un peu extrêmes. Alors je suis pas Mike Horn, je suis pas un explorateur, mais j'aime beaucoup côtoyer ça parce que ça me met moi dans un inconfort. Et ça me met face à des choses qu'il y a à l'intérieur que j'aurais pas vu si j'avais pas été dans cette aventure. Et j'essaie de le faire avec ce que je suis, donc avec de l'humour, avec de la profondeur, avec de la poésie, avec de la contemplation, avec de la parole, parce que j'aime beaucoup parler. Et j'organise ces aventures comme un voyage avec vraiment une introduction. Moi, je viens du spectacle, donc j'aime vraiment cette idée de mise en scène. Il y a une intro et il y a une fin de spectacle. Et j'imagine tout un processus par lequel on va passer, qui sera à la fois dans la matière, au travers de ce que je vais leur faire vivre. Donc où est-ce qu'on va dormir, où est-ce qu'on va marcher, où est-ce qu'on va nager, où est-ce qu'on va grimper, peu importe ce qu'on va faire vivre, puisque chaque aventure est unique. Et j'aime y amener à chaque fois des réflexions, des points d'ancrage que l'on a en nous et qu'on puisse au travers de l'aventure approfondir ça. Et parce que c'est ce que je pense, ce que j'ai observé quand je vivais mes aventures sans intention, je me souvenais que à chaque fois ça venait révéler des choses sur moi. À chaque fois ça venait révéler des choses mais hyper philosophiques sur l'existence, sur ma vie et je trouve que de pouvoir s'engager dans une aventure comme ça en y mettant une intention, ça crée vraiment des balises, des symboles forts qui à moi me permettent de garder le cap dans le quotidien face à les frustrations, les moments difficiles. Je sais que pendant une période, j'ai monté le Toubkal, qui est une montagne au Maroc, qui était à 4100. Je crois que c'est une des aventures les plus compliquées et les plus dures que j'ai vécues. Parce que, pas prêt, parce que plein de choses. Elle m'a servi pendant une bonne année. Pendant une bonne année, à chaque moment où il y avait des petits downs, des petites des petites baisses de régime, j'avais ce truc là qui me revenait de cette voix qui était
pendant l'ascension qui disait c'est pas après pas. Tu sais, c'est cet instant, c'est rien d'autre. Et ça m'a énormément servi. Et de là, je me suis dit, il faut vraiment que je continue ce chemin-là d'exploration, d'aventure. Et voilà, et il y a le côté guerrier, il y a le côté défi, le côté masculin, le côté aventurier. Donc, comme je le disais, mais il y a aussi l'exploration de la douceur, de la contemplation, de la beauté. Moi, mes aventures, ce qu'elles me permettent, c'est aussi d'aller dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller. J'aime profondément les lumières du matin et du soir. C'est des choses que je trouve me connectent à quelque chose de divin et j'adore pouvoir être dans des endroits où il y a que la nature et les animaux qui peuvent être et te réveiller dans un endroit magique. Je sais pas, ça crée des choses en moi d'une grande profondeur et j'ai envie d'amener les hommes vivre ça. Et voilà, au final, c'est être comme être une bande de copains et de vivre une aventure, se laisser emporter. Les hommes ne savent pas du tout ce qu'ils font, ils ne savent pas où ils vont, ils me font confiance à 100%. Et ils s'engagent à suivre un petit peu ce que je leur propose et évidemment, il y a tout un process où la fatigue fait qu'on arrive à libérer des émotions auxquelles on n'aurait pas pu accéder. Les cercles de parole aussi. Les symboliques, les visualisations que je propose et toute l'introspection à laquelle je vais inviter ces gars, ça fait qu'il y a un espèce de cocktail quand on arrive au climax, parce qu'il y a un climax, un moment phare de l'aventure où ça y est quoi, on a laissé des choses derrière nous et on est prêt à s'engager vers soi-même quoi, tout simplement. J'amène pas des clés, j'amène pas de thérapie, j'amène pas de trucs qu'on peut trouver partout. Ça m'intéresse pas trop parce que je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne vraiment sur la connaissance de moi et je crois que la connaissance de soi c'est en vivant qu'on la découvre tout simplement. Par l'expérience. Plus tu vis d'expérience, plus tu t'engages, plus tu es généreux dans ton existence, plus tu te découvres. Et ça je crois qu'on a tous ce pouvoir et c'est vraiment cette invitation là que je fais au travers de ces aventures. Ouais, tu parles de voyage initiatique. Il y a un côté mystérieux. Qu'est-ce que ça amène aux hommes qui ont participé à tes 2 retraites jusqu'à présent? Je crois que les hommes qui sont venus jusqu'à présent, c'était des hommes qui étaient dans des moments de transition, des moments phares. En fait, c'est souvent des hommes qui savent déjà et qui ont juste besoin de ce boost, de cette espèce de reconnexion à leur pouvoir intérieur. Et je crois que c'est ça que j'amène. Parce que j'incarne ce lâcher-prise, je crois, depuis des années, sur les changements de vie, sur mes transformations, sur cette audace qu'on peut avoir tous, à se dire c'est maintenant, vas-y, je prends cette décision et je m'engage face à ce rêve que j'ai, face à cette chose qui m'appelle. Je crois que finalement, c'est des hommes comme ça qui viennent à moi et donc, la plupart quasiment, ouais, les 100%, suite à cette aventure, enclenchent ce qu'ils voulaient être, dernièrement, la dernière retraite, il y avait 2 hommes qui avaient envie de lancer des choses, un podcast notamment et un festival pour l'autre. Et il se trouve que cette rencontre a fait que j'ai participé au podcast de l'un et il l'a lancé, j'ai été son premier épisode, puis l'autre a lancé son festival et j'y participe aussi. Donc ça c'est un peu la magie du moment qui a créé ça, mais la plupart des hommes s'engagent face à eux-mêmes et ouais, je pense que c'est comme moi c'est ça que j'attends d'une retraite en fait. Quand je vais à une retraite, moi j'aime pas les leçons, je vais pas chercher des trucs. Je fonctionne pas comme ça, j'ai pas besoin c'est pas que j'ai pas besoin, c'est que ça ne m'attire pas autant que ça qu'on m'explique comment vivre. Par contre, j'aime profondément être inspiré par des gens qui ont une grande fragilité et une audace à se lancer et à le faire. Et voir quelles sont leurs mécaniques intérieures, quels sont les défis qu'ils ont rencontrés. Ça m'inspire profondément parce que je crois qu'on a tous les mêmes checkpoints au moment où il faut se décider, que tu sois Flo de la Vega ou que tu sois Loïc. Faire face à ce qu'il y a à faire face, on a les mêmes choses en fait. Et les ressources, je crois qu'on a accès aux mêmes ressources. Et donc je crois profondément à ça. Je crois profondément à ce pouvoir-là et à cet échange. Au travers de l'échange, je crois qu'il y a des déclics et
Et après, si on va un peu plus dans le côté mystique, subtil, les retraites, pour moi, créent vraiment un espace de magie parce qu'il se passe des choses dans l'invisible. Il se passe des choses dans la connexion qui sont pas explicables, mais qui sont bien là et qui font que dans la structure énergétique, dans ce qu'il y a en nous, ce qui pouvait être bloquant, ce qui pouvait être ouais, un petit peu estancado, j'allais dire, ouais, bloqué. Ok. Ben d'un coup, ça se libère. Souvent, ça se libère au travers d'une émotion qu'on laisse sortir. Ça se libère aussi au travers de la parole. Les deux souvent vont ensemble. En tout cas, en ce qui me concerne, je sais que d'accéder à la parole, boum, ça permet de lâcher. Et souvent, ben l'énergie circule et ce que j'ai vécu moi va venir résonner chez un autre. Ah, tu parles là. Je sais que c'est une thématique que t'aimes bien, le miroir. Et le miroir s'active et dans un groupe d'hommes ou dans un groupe d'humains en général, ce qui est le plus beau, souvent, ce que je remarque, c'est à quel point on est ensemble, en fait, à quel point on est pareil, à quel point ton existence reflète mon existence. Quand on aura tout enlevé, toutes les capes, tous les masques, justement. Moi, quand je me livre dans mes retraites, je suis plus Flo de la Vega. Je suis pas du tout ça. Je suis cet humain en recherche. Je suis aussi fragile que celui qui est en face de moi. Je suis à la même hauteur. Et quand tout le monde se met justement dans cette horizontalité, que tout le monde joue le jeu, bah, tout le monde entraîne tout le monde. Et donc, on crée un vortex assez fou où du coup, bah, tu vis une expérience que tu dis mais c'est possible, c'est réel. Enfin, tu vois, tu connais, hein, j'imagine, tu participes depuis longtemps à tout ça, tu le vois de tes propres yeux. Et c'est ça qui est beau. C'est ça que j'ai remarqué moi la première fois que j'ai fait une retraite de ce style, c'était le MKP, le Mindkind Project, où j'y allais bah, pour les mêmes raisons. Je voulais me booster, je voulais me tester, je voulais voir où j'en étais. Et quand j'ai vu tous ces hommes, je me suis vraiment réconcilié avec l'humanité, parce que j'avais vraiment scindé le monde un peu en deux au travers de cette image de l'homme qui s'allie, qui, tu vois, qui fait pas bien les choses. J'avais pas vraiment une grande affection pour l'homme, les hommes. Et au Mankind Project, j'ai vu tellement de profils, tellement de palettes de ce que c'est être un homme, que j'ai eu une empathie, un amour pour chacun d'eux, parce que peu importe ton chemin, peu importe ce que tu essaies d'être, ce que tu fais, on est tous, on vient tous de la même racine, on vient tous du même truc. Et ça, c'est beau. C'est vraiment beau de pouvoir connecter avec ça. Merci, ça me touche, ça me fait vibrer ce que tu dis. Et je suis passé aussi par cette étape. Ouais, je prends souvent cet exemple de quand en qu'être humain, j'ai l'impression d'être une boule à facettes, et que chaque expérience avec les hommes comme ça, par exemple, active certaines facettes. Et je trouve ça génial en fait de venir éclairer tout ça. Et finalement, c'est parti d'où? C'est parti du MKP ou il y a autre chose qui t'a donné envie d'organiser ces retraites pour hommes? C'est quoi l'histoire derrière tout ça? Non, l'histoire, elle vient pas du MKP. Le MKP était le déclencheur pour me dire je me lance. C'est venu tout simplement quand je faisais mes premières expériences mystiques, quand j'étais solo en forêt. En fait, j'ai vraiment vécu une période de grande profondeur où je suis vraiment allé chercher beaucoup de choses en moi. Et j'ai vécu des expériences que je m'étais jamais permise de vivre. Et donc souvent, je me disais, mais putain, c'est dommage, je suis tout seul. J'aimerais bien amener mes potes là-dedans, j'aimerais bien vivre ces expériences avec d'autres personnes. À la base, je pensais pas forcément aux hommes, je pensais aux humains en général, je pensais aux hommes et aux femmes. Puis je me disais, ouais, mais mes potes, je peux pas leur obliger à vivre mon délire, tu vois. Tes potes, c'est tes potes. Ouais. Tu dois pas... voilà, pour moi, c'est des frontières à ne pas dépasser. Et donc, je me disais, putain, un jour, je ferai ça. Un jour, j'inviterai des gens. Et alors, à ce moment-là, j'étais dans la forêt, donc j'avais toute cette forêt dans laquelle je vivais qui m'inspirait, qui était une source d'inspiration de ouf. Donc, à chaque fois, je me disais, ah ouais, là, je ferai ça. Enfin, voilà, je passais des journées à rêver de ça. Et puis, c'est des rêves qui passaient, puis qui s'évanouissaient. Mais fréquemment, ça revenait à chaque fois que j'avais des expériences un peu folles comme ça, en solo.
Pendant une longue période, je vivais beaucoup de choses seul. Je me disais toujours, c'est dommage, j'aimerais faire ça avec d'autres gens. Et quand je me suis séparé il y a 3 ans, que j'avais vraiment pas mal cheminé, la séparation est encore un autre step, je trouve, de l'évolution. Se mettre en couple et vivre avec quelqu'un, c'est quelque chose qui nous permet d'évoluer profondément. Et la séparation est encore un step, parce que se séparer en amour et en le faisant de manière harmonieuse, c'est vraiment un super projet. Je le conseille à tous. Ouais. Et bref, je me suis retrouvé seul et je me suis retrouvé face à ma masculinité. C'est là vraiment le point de départ. Je me suis dit, putain, j'ai travaillé sur plein de sujets. J'ai avancé, j'ai évolué, mais sur ma masculinité, sur le rapport à la sexualité, sur le rapport à l'ombre, je suis pas allé. Je connais pas grand chose. Et comme j'allais me retrouver sur le marché du couple, de la séduction, forcément je me suis dit faut que j'enclenche ce travail, tu vois. Et ça a été le point de départ, quoi, en gros, on va dire. Il y a 3 ans où là j'ai switché, je me suis dit ok, je vais me rapprocher de ça, donc j'ai commencé à lire, à me documenter au travers de la masculinité, au travers de la sexualité. Et puis voilà, le même capé, il est arrivé dans la foulée. Ouais, dans un de tes podcasts, qui s'appelle le monologue du rêve, décidément. Ouais, tu dis, tu réfléchis beaucoup à cette idée de masculinité en ce moment. T'en es où de cette réflexion? J'en suis où? Je pense que j'ai ouvert les vannes de l'introspection, tu vois. Pour moi, un des sujets phares de la masculinité, c'est la sexualité. Donc, c'est un sujet que j'aborde. C'est comme un des piliers. Parce que je crois que si on parle de déséquilibre du masculin, il y en a plein. Et je crois que celui-là, c'est celui qui est le plus dans l'ombre. C'est celui dans lequel, malheureusement, on n'en parle pas assez. Et ce qui est étrange, parce que c'est quand même, l'humanité est créée autour d'un rapport sexuel. Aujourd'hui, on a plein d'autres façons de le faire, mais on vient de là quand même. Et le rapport sexuel, la sexualité et cette pulsion et ce qui nous habite est quelque chose de très tabou. Et je crois que moi, en m'intéressant à ça, en cherchant à déconstruire mon rapport aux femmes, mon rapport à la sexualité, j'évolue en tant qu'homme. J'acquiers un discernement que je ne connaissais pas. Je me découvre. Je suis capable d'envisager le rapport humain avec les hommes et les femmes d'une autre façon. Et en tant que papa d'un petit garçon, il y a cette sorte de responsabilité aussi, tu sais, de connaître du coup, en ayant accepté un peu plus mes ombres, en ayant été honnête avec moi-même, je suis capable d'imaginer, de projeter ce que mon fils va traverser, et donc d'être quelqu'un dedans, d'ouvrir la communication autour de ces sujets. Ça me paraît essentiel. Et je crois que c'est que les hommes qui peuvent faire ça avec des hommes. Les mamans, elles ont leur rôle, mais dans ce qui concerne de l'univers du masculin, je crois que tu sais, tu le sais mieux que moi aussi. Il y a que des hommes qui peuvent nous comprendre, en fait. Il y a que nous, entre nous. Que je crois qu'on est par moments des ovnis par rapport aux femmes, par rapport à ça. On peut être en tout cas considérés comme des ovnis. Et voilà, moi c'est tout ça que j'essaie de déconstruire au travers de mes expériences personnelles et aussi des échanges avec les hommes. Ouais, il y a des espaces particuliers qui te permettent de visiter ça. Pardon? Tu veux dire des espaces particuliers? Ouais, je sais pas, je pense au tantra ou des choses comme ça. Bien sûr. Ouais, carrément, c'est tout ce chemin-là que moi j'ai ouvert. La sexualité pour moi était un sujet un peu sensible parce que réprimé, parce que nous les gars, non, je vais parler pour moi plutôt, parce que moi en tant que gars, j'avais ce truc de la performance, j'avais ce truc de la peur de pas être à la hauteur, j'avais beaucoup de poids autour de la sexualité, et donc plutôt que de m'en occuper, j'avais mis ça un peu de côté. Ça me renvoyait à une source de fragilité que je voulais pas affronter, et en même temps ça venait révéler aussi une énergie très puissante.
et quand elle est mise dans l'ombre, elle peut créer des déséquilibres, voilà, autour des pulsions, autour de ce que ça génère, tu vois. Et donc, en ayant ouvert ça, en étant allé voir, j'ai adouci mon rapport avec la sexualité. Effectivement, je me suis tourné rapidement vers des choses comme le slow sex, le tantra, la sexualité consciente, qui ramène à quelque chose de beaucoup plus méditatif, beaucoup plus présent, et donc beaucoup plus sanador. Sanador, ouais. Guérisseur, pas guérisseur, ouais, mais qui guérit en fait ces blessures et cette part de vulnérabilité que j'ai pu rencontrer dans mon chemin. Et là, j'en suis à d'autres niveaux parce que je crois que c'est ça aussi qui est beau, c'est que c'est jamais fini. Et voilà, et je continue ce chemin tranquillement. D'avoir fait ce travail, ça influe comment sur ta vie et tes relations? Ça influe sur mon rapport aux femmes d'une autre façon. Je crois que déjà de sortir de la répression, de ce qu'il peut y avoir en moi en tant qu'homme, ça me permet déjà de libérer une tension. Parce que je crois que tout ce qui est caché crée une tension et que cette tension exacerbe quelque chose qui peut être beaucoup plus sain, beaucoup plus adouci. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de complexes et beaucoup moins de culpabilité à sentir de l'attirance pour toutes les femmes que je vais croiser dans la rue, alors qu'avant j'avais cette espèce de syndrome de me dire mais je suis un malade en fait, je suis un fou, je suis un pervers. Enfin, toi, j'avais des idées comme ça très mal placées qui venaient de l'extérieur et qui venaient de ce que l'on nous enseigne pas et de l'image que l'on a d'un homme qui désire des femmes. Aujourd'hui, je comprends tout autre chose par rapport à ça. Je comprends que c'est quelque chose qui est normal pour moi et qui est sain. Ce qui n'est pas sain, c'est de ne pas m'en occuper et effectivement de pouvoir tomber dans un extrême de consommation ou de non-respect ou de ce qui habite notre monde aujourd'hui dans certains travers, tu vois. Donc ça adoucit vachement mon rapport aux femmes. Ça adoucit pas mal la tension par rapport à la sexualité, par rapport à des choses qui peuvent être agitées en moi. Un rapport tout simple, tu vois, le côté on a tous entendu ça, ouais, l'amitié entre hommes et femmes n'est pas possible, tu sais, ce truc là qu'on entend quand on est gamin. Aujourd'hui, je commence de plus en plus à découvrir que évidemment c'est bien, c'est faux, enfin ça paraît logique, tu vois, mais c'est vrai que tant que tu n'as pas fait ce rapport ce regard envers toi par rapport à ça, je trouve que c'est difficile de savoir en fait ce que tu ressens, tu vois. Parce que si moi je ressens du désir pour une amie et que je me replace dans mon ancien moi, je vais me dire en fait je suis fou, faut pas, enfin tu vois, il y a plein de choses qui s'expliquent. C'est ce jugement. Ouais. Et aujourd'hui, beaucoup plus de paix par rapport à ça. Et bon, c'est en chemin, je suis pas résolu. Je sais pas si on se résout, d'ailleurs. Ouais, on éclaire des facettes petit à petit, justement. On met dans la lumière les ombres. Ouais. Je crois que ça me ramène aussi à quelque chose de plus masculin. C'est-à-dire que j'ai vachement féminisé mon existence dans ce chemin spirituel de rapport à moi. Ouais, c'est ce que je voulais te demander. Ouais. Et je crois que le fait de m'occuper un peu plus de ces sujets-là, ça me ramène à mon pouvoir masculin, à vraiment mon autorité masculine et sexuelle dans le bon sens du terme. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que je crois que ça vient impacter plein de dimensions dans ma vie. Le rapport à ma paternité, le rapport à ce que je suis en tant qu'homme, en fait. Je crois que j'ai mis j'ai écrit ça dans une chanson qui n'est pas du tout finie, mais je dis j'ai mis 35 ans à devenir un homme. Tu vois, j'ai vraiment eu cette sensation là que j'ai commencé à être un homme quand ça y est, j'ai commencé à m'occuper de ça, de ces sujets là. Merci, ça me fait miroir. Et dans un de tes podcasts, tu parles de rejet d'énergie masculine, notamment dans la démarche, on va dire, spirituelle. Ouais, il y avait vraiment quelque chose en toi qui rechassait cette part d'homme. Ouais, parce que je crois que l'accès que j'ai eu dans ce chemin-là de recherche, je l'ai fait au travers du féminin. Je l'ai fait au travers de l'énergie féminine, de l'énergie de
de mon ex-femme avec qui j'ai partagé plus de 10 ans de vie, tu vois. Donc il y a eu forcément un mimétisme et un accès. Je crois que c'est quelque part un peu normal entre guillemets parce que cette énergie d'accueil, d'écoute est profondément féminine. Et donc je me suis plongé vraiment dans cette énergie-là au point d'en être quand même un homme très féminisé, tu vois. Je rejetais beaucoup ce qu'aujourd'hui mon fils me permet de récupérer. Parce que j'ai un petit garçon profondément masculin, profondément en bagarre, compétition, profondément ce que j'avais rejeté, justement. Et ça, c'est très très bon. C'est très très bon parce qu'il me permet de reconnecter avec des parties de moi que j'avais profondément rejetées. Et c'est hyper jouissif de pouvoir naviguer, comme tu disais tout à l'heure, sur les facettes que l'on a en nous, tu vois. Pouvoir activer le côté très féminin, l'écoute, la sensibilité, les émotions, tu vois, la créativité. Et à des moments être dans quelque chose de très ferme, très autoritaire, mais juste. Et ça, c'est beau, c'est quelque chose que je connaissais pas avant. Ouais. Et dans tes retraites, tu dis de venir, on va dire, faire tomber les croyances, tomber les masques, ce que tu as amené dans tes retraites. C'était quoi ton ou tes masques avant? Est-ce que t'étais le gentil garçon? Est-ce que t'étais plutôt le mec dur? Ouais, mais là, je pense que je suis toujours un peu en bataille avec ce masque-là du gentil garçon, bien sûr. Ouais. Je crois que j'ai le syndrome du bon garçon qui veut être parfait, qui veut complaire, ça existe complaire, complaçage. Ouais, complaire les autres tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de gommer de plus en plus. Et ça, c'est une des croyances, sur lesquelles je travaille beaucoup. Me déresponsabiliser aussi de ce que l'autre peut vivre, parce que le gentil garçon, il a tendance à porter un peu le fardeau de l'émotion de l'autre, à se dire ah putain c'est ma faute, du coup j'aurais dû faire ça. Et du coup moi très caméléon, j'ai une tendance à justement à être dans le mimétisme très facilement. Je peux m'adapter à plein d'environnements. Je suis capable de me mettre dans des positions pas très justes, pas très authentiques justement avec ce syndrome-là. Et ça je veux plus, je veux être qui je suis. Et ce que je suis, c'est parfois très très cool, très beau, très gentil, et parfois je pense que je suis un connard et je suis très égoïste et c'est ok quoi, tu vois. Ouais, tu les accueilles comment? C'est pas un peu plus, je me dis, qui accroche un peu plus. Je me dis déjà c'est subjectif le côté connard, tu vois. Il y a ce truc là. Pour revenir sur l'interaction sociale, tu vois. Tu es ce que tu es, tu déclenches une émotion chez l'autre, la tendance ça va être tu es le bourreau donc tu es le connard parce que tu fais souffrir l'autre. Déjà j'essaie de me dire non, déjà non. Tu vois l'émotion qui est déclenchée, moi je suis le miroir au final. Donc j'essaie de me replacer dans cette distance-là et puis je me dis si j'ai agi comme un connard, j'ai juste à l'accepter et voir à quel point je peux réparer, à quel point je peux modifier. Et c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Parce que moi, je crois que la tendance à pas vouloir être quelqu'un de mauvais fait que j'agis d'une manière un peu fourbe, un peu manipulatrice. Et cette énergie-là, elle n'est pas bonne. Cette énergie-là crée de la tension, elle crée les mêmes nœuds énergétiques qui font que au final, les rapports sont un peu bafoués, c'est bizarre quoi. Ouais. Tu vois. C'est ce manque de clarté là, que je veux gommer. Et donc si parfois mon manque être clair, être authentique, c'est avoir la sensation d'être un connard, je veux l'assumer parce que c'est ce que je suis et c'est profondément juste à ce moment-là, tu vois. Et en tant que papa, ça résonne beaucoup. En tant que papa, moi j'entends mon fils fréquemment me dire t'es méchant, tu vois. Et c'est vrai que ça vient toucher des fois. Tu te dis putain, il a raison, il a pas raison, je suis méchant, je suis pas méchant. Non, justement, ça amène à cette clarté. Ça amène à cette ok, là ça va te faire souffrir, tu n'es pas content, mais
la décision que je prends, elle est juste et elle est ferme. Et donc, ça m'aide sur plein de dimensions. Ben justement, j'avais envie de venir à ta paternité. Comment c'est venu qu'est-ce qui c'est venu te faire, en fait, de devenir papa et comment tu vis ce chemin? Alors, c'est un chemin, ça aussi. Hmm. Et grande crise, premièrement, crise d'ego, enfin, je perds ce que je suis en étant seul, tu vois. Je perds le temps, je perds la liberté d'être seul dans mon univers. Et j'ai un petit être qui me demande quasiment 100% de mon temps, psychologique, émotionnel. Et donc, grande crise. Ça a été dur, en même temps c'était magnifique, donc t'es nourri entre la beauté du truc, de ce que tu ressens, et waouh, et la crise. Pardon. Mon fils, il est venu déconstruire ce que j'étais en train de construire justement autour de moi. J'avais quitté l'aventure Frérot de la Vega, les médias, et j'étais dans une espèce d'étape de ma vie où je scindais profondément le monde en deux, les gentils, les méchants. Être un bon et un gentil, c'est être donc un écolo qui est dans la décroissance, qui fait son jardin, permaculture, qui est autonome, qui médite, tu sais, qui fait tout bien. J'avais fait la liste un peu des bonnes choses. Qui va nourrir son enfant d'une telle façon, qui va tatati tatata. Bah lui, il est arrivé, il m'a dit ouais, bah tu vas voir. Il est venu ramener de la nuance. Donc ça a été superbe. Ça a été très assez intense parce que quand tu construis un idéal dans ta tête, tu y crois à 100%, et quand quelqu'un vient déconstruire cet idéal, c'est assez violent. Mais là, c'était mon fils. Donc c'est pas pareil. Et surtout, il y a pas le choix. Il y a pas le choix parce qu'il y a des thématiques tu vois, ne serait-ce qu'au travers de comment je veux nourrir mon fils. Ben, il se trouve que le chemin nous a amené à devoir le nourrir avec ce que l'on considérait être la mauvaise bouffe, tu vois, le côté industriel, le lait pour enfants, par exemple. C'est un exemple basique, mais qui m'a mis face à ça, dire, non, mais t'es con, quoi. Et donc, ça a été toute une série comme ça de déconstruction, de concepts que j'étais en train de mettre en place. Donc, ça tombe bien parce que j'étais en train de les mettre en place, donc ils étaient pas assez solides pour pouvoir tenir, tu vois. Et c'est constamment ça. Constamment une espèce de danse comme ça, où tous les principes que je veux appliquer à ma vie, mon fils, il vient me montrer du doigt en me disant, t'es sûr? Et donc c'est beau, c'est challengeant, parce que certains principes, on les a hérités de nos parents, de nos familles, de notre monde dans lequel on est, tu vois. Mais ce qui est cool quand tu es dans une observation active comme ça, tu vois, tu sais qu'à chaque fois que tu montes du doigt ton fils, tu es en train de te montrer du doigt toi-même, et que du coup c'est profondément stimulant. Ça me fait avancer assez vite finalement par rapport à des thématiques. Et là, le dernier grand enseignement que je suis en train d'approfondir, c'est vraiment cette idée d'amour, quoi. Cet amour inconditionnel dont on peut parler un peu partout. Là, je commence à y toucher du doigt. Je commence à comprendre des nouvelles choses sur l'amour. Je commence à vraiment avoir l'amour comme quelque chose d'actif, de dynamique, et non pas quelque chose de passif. Moi, je crois que l'amour inconditionnel est une décision. De plus en plus, je le vois en fait. Et là où avant, j'étais dans un truc un peu plus mystique de l'amour inconditionnel arrive en moi et je suis touché par la grâce. Moi, je vois que chaque décision que j'ai à prendre, c'est l'amour qui peut se mettre, ou la peur, tu vois. Et donc, bah, quand t'es avec un enfant, c'est tout le temps, quoi. C'est tout le temps, et c'est tout le temps une remise en question sur le pourquoi je le fais. Et c'est vachement bien parce que tu peux rentrer dans quelque chose de très automatique et dire c'est comme ça et c'est pas autrement, comme on a tous connu dans nos familles.
Et c'est quelque chose qui est profondément rassurant et qui peut être très beau, tu vois. C'est comme ça et pas autrement. Et il y a des moments où, allez, eh bien, on va changer. Mhm. Et j'aime profondément ça, avoir cette possibilité-là et voir mon fils me regarder et me dire, ah, et pourquoi là, on fait pas comme ça? Et justement me dire, ben, là, on fait pas comme ça parce que je ressens ça. Parce que d'habitude, c'est bien de faire ça, mais là, tu vois, moi, je me sens tendu, et aujourd'hui, ben, vas-y, on va regarder la télé et on va prendre des bonbons. Parce que là, tout de suite, ça fait du bien. Parce que là, j'en ai envie. Parce que là, je sens que toi aussi, c'est bien qu'on lâche un peu. Et il y a des moments, c'est comme ça et pas autrement. Et j'adore cette remise en question perpétuelle. Mmh. Il m'invite à être plus honnête avec moi-même, en fait. Est-ce que ça t'a demandé aussi parce que en tant qu'homme, de ce qu'on hérite, t'as parlé d'héritage, ouais, ça t'a mis des choses en lumière sur toi, ta propre relation à ton père? J'avais commencé un peu déjà ce rapport aux parents avant d'être papa. J'avais commencé mon travail et mon fils, il est venu ramener de la douceur. Il est venu ramener de l'acceptation. Je crois que dans ce chemin qu'on peut avoir de découverte, on passe nécessairement par le rejet de ce qui nous a amené au monde et de ce que l'on a hérité, parce qu'on veut se libérer des schémas, etc., des traumas. On veut trouver les racines, les raisons de ce dysfonctionnement. Ok, donc naturellement, moi j'ai eu ce rejet. Gentil rejet parce que gentil garçon. Mmh. Mais quand même, voilà, une sorte de distance par rapport aux parents et tout. Et mon fils est venu ramener de la douceur, est venu ramener de la connexion, est venu ramener de l'amour sur ce côté plus humain, plus terre à terre. En fait, mes parents, ils ont fait comme ils ont pu, comme je suis en train de faire là. Moi, j'ai hérité de trauma et je suis en train d'en créer avec mon fils. Et en fait, est-ce que c'est pas juste le grand jeu de l'humanité et que c'est ok, tu vois, tout va bien. Mes parents m'ont permis, au travers de ce qu'ils donnent à mon fils, donc en tant que grands-parents, ils m'ont permis de connecter avec le langage de l'amour que j'avais pas pu voir en tant qu'enfant. Et je me nourris de ça profondément. Quand je les vois aimer mon fils, il m'aime au travers de lui. J'ai l'impression, en fait, je sais pas si c'est une vérité, mais j'ai l'impression que quand tu deviens papa, tu nourris ton enfant intérieur. Quand tu deviens grand-parent, tu nourris ton papa intérieur, ce que tu as essayé d'être en tant que papa ou maman. Au travers de ce nouveau rôle de grand-parent, tu te permets déjà, j'ai pas pu le donner, là je vais le donner à mon petit-fils. Et je trouve ça beau d'observer ça. Et du coup, ouais, j'ai vachement travaillé sur ça. Je suis en train de me reconnecter profondément à l'amour que j'ai pour mon père, à toutes les choses de l'invisible, les valeurs au travers de ce qu'il a été, ce qu'il est, que j'ai pas pu voir en tant qu'enfant, en tant que jeune adulte. Et là, en tant que jeune père, je découvre des choses très nobles et des choses beaucoup plus profondes que ce que j'avais pu dans mon délire spirituel rejeter, tu vois. Et ouais, c'est très beau. Et le chemin, il continue évidemment. C'est infini et là, je sais que je suis dans une énergie où j'ai profondément envie de me reconnecter à mon père. Et j'ai pas envie de le faire de la façon, tu sais, un peu. Je dis toujours ce mot mystique, hein, ça veut rien dire et en même temps, c'est un raccourci. De cette façon, tu sais, avoir une grande conversation avec mon père, comme j'ai pu imaginer une époque. Ce genre de délire, je suis plus du tout là-dedans. Je suis en train de me dire, mais en fait, la connexion avec mon père, c'est celle que j'ai toujours eue avec lui. C'est le rapport au corps, c'est le rapport à la musique, c'est le rapport au sport, parce que c'est des choses qu'on a en lien. C'est des choses qu'on a en commun, par contre, pardon. Et je me dis, est-ce que c'est juste pas ça? Pourquoi je devrais amener mon père dans un délire dans lequel il n'est pas, tu vois? Serrer mon père dans mes bras, pardon, jouer au foot avec lui sur la plage, rigoler à ses vannes alors que ça fait 50 fois qu'il la raconte. Je crois que c'est juste ça, en fait. Tu vois? Parce que je crois que c'est ces choses-là qui vont apparaître en nous le jour où on va sentir qu'ils vont partir. Est-ce que j'ai profité de ça? Est-ce que j'ai profité de qui il était, tu vois?
Et donc là, ouais, je reviens à un truc très humain au final, très basique, mais ça me fait du bien. Merci pour ce témoignage, ça me fait écho, ça me donne des idées du coup. Mais ouais, ça me parle et je trouve ça intéressant. Et tout ce que tu comptes depuis le début, de ce que je connais un peu de toi, je ressens un parcours un peu similaire. Et dans cette position d'observation de soi, de connaissance de soi, d'observation active, tu disais tout à l'heure, c'est pas fatigant au bout d'un moment. Justement, tu vois, par exemple, à travers la relation à ton père, j'entends quelque chose de beaucoup plus pragmatique finalement. Ouais. Si, je crois que c'est nécessaire d'aller dans ce truc-là. En tout cas, dans ce qui me concerne, ça a été nécessaire d'aller dans l'extrême. Je suis quelqu'un de radical et d'extrémiste, malgré mes apparences de gentil garçon. Je crois que c'est important de se prendre la tête pour se rendre compte qu'au final, c'est un peu plus simple. Mais aller au bout du process, c'est important, je crois. Pas s'arrêter à la moitié du délire. Donc ouais, c'est fatigant, bien sûr que c'est fatigant de s'observer, d'être son flic intérieur, d'être... Tu sais, on s'est vachement un peu ballotté par les ouvrages et ce qu'on peut lire aussi. Et donc forcément, ça nous sert et ça nous dessert à un moment. Je crois que dès qu'on mentalise beaucoup trop l'existence et notre chemin, on se détourne un peu d'une vérité qui est beaucoup plus pragmatique et que le mec du coin au bar en train de boire une bière face à un match de foot peut nous enseigner finalement. Cette espèce de lâcher prise qui est, moi je trouve de plus en plus beau là où on y voit quelque chose de sale, de ouais, quelle humanité c'est, tu sais, ce truc-là un peu rabaissant qu'on peut avoir pour l'humain qui ne se pose pas de questions. Moi je commence de plus en plus à me dire mais quel courage, quelle beauté aussi de juste être soi, tu vois, de pas se prendre pour autre chose que ce que l'on est, des humains. Donc ouais, je suis dans ce truc-là en ce moment. Je suis dans ce truc je me suis pris la tête et je continue de me la prendre parce que c'est un fonctionnement qui est profondément nécessaire pour me cultiver, pour m'inspirer, pour créer du lien avec les gens. Et j'aime de plus en plus cette idée de lâcher prise sur cette masturbation intellectuelle un peu, de se regarder tout le temps, en fait, en nombriliste, tu vois, à fond, quoi. C'est pas facile, hein. Moi, je suis très nombriliste. Hein. Je me regarde beaucoup. Mais là, j'essaie de le faire différemment. J'essaie de changer, justement, dernièrement. Je crois que j'ai eu un déclic qui est apparu et qui vient de se confirmer il y a quelque temps. Je suis allé, je participais à une immersion avec Franck Lobvé, qui, lui, est un peu le porte-parole de ça, de ce côté très humain, en fait. Comme il le dit, je vais résumer sans essayer de trop déformer ses paroles, mais en gros, il dit si tous les délires spirituels, le développement personnel ne peuvent pas t'amener à profiter d'un barbecue avec Monsieur tout le monde, bah ça sert à rien, tu vois. C'est un peu ça, en tout cas, que je retiens de ce qu'il traduit. Et putain, mais bien sûr, combien de fois moi je suis passé à côté de moments de vie parce que j'étais dans mon délire de présence, de spiritualité, d'élévation. À quel point j'ai été hautain et pas du tout dans la justesse en m'extrayant, tu vois, de mon humanité, de mon côté basique. Et c'est hyper cool de pouvoir avoir fait ce voyage et de revenir là à des trucs très basiques. Et tu vois, il y a beaucoup de choses que j'ai gommé. Le rapport à la malbouffe, le rapport à la viande, par exemple, qui étaient des concepts, le rapport à l'alcool, le rapport aux drogues. J'essaie de plus avoir d'étiquette, j'essaie de me dire c'est quelle expérience que je vais avoir là tout de suite. Est-ce que je suis capable d'accueillir une expérience de boire des bières face à un match de foot? Est-ce que je suis capable d'accueillir la conséquence? C'est ça que je me dis aujourd'hui. Je me dis pas, non, je bois pas, moi, je bois pas. Je me dis, qu'est-ce qui m'attire? Et est-ce que je suis capable d'assumer demain? Là, tu vois, j'ai le nez bouché, on l'entend. Je suis pas au meilleur de ma forme. Je sais que là, si j'ai un apéro ce soir avec des potes, je pense que je dirais non parce que j'ai pas envie de vivre la conséquence. Mais il y a des moments où j'ai envie. Et c'est ça que tu vois, revenir à ça. Ouais, de la conscience et un choix. Ouais. À travers
ton parcours. Je trouve qu'il y a quelque chose de très initiateur. Comment c'est? Ouais, si je vois vrai, si je vois juste. Quand tu dis initiateur? Bah, déjà, faire des retraites pour hommes aujourd'hui, par exemple, on n'est pas beaucoup. Ça reste quand même quelque chose d'assez novateur, même si le MKP existe depuis quand même un petit temps. Je sais pas, d'être parti pendant plusieurs années dans la nature, t'isoler, de casser les codes en fait. Comment c'est? Tu veux dire d'où ça vient? D'où ça vient et comment tu le vis? C'est marrant parce que c'est une réflexion que j'ai eue il y a pas longtemps. Je crois que c'est quelque chose qui est profondément là. Depuis toujours, je crois qu'il y a une tendance à aimer les choses un peu nouvelles. Je crois, hein. Parce que je dis je crois parce que je pense qu'il y a aussi forcément ensuite une construction égocentrique qui se fait autour de ça. Et je crois que le piège en ce qui me concerne, ça serait de tomber dans une caricature du gars qui fait tout à contresens. Parce que c'est cool, parce que c'est ça qui me donne de la valeur et c'est ça qui me fait exister. Parce que je vois bien que quand je prends la décision d'arrêter les frérots de la Vega, que c'est un contresens de ouf et que tout le monde est admiratif. Et je crois que il y a une partie de moi qui se nourrit de ça, qui se dit je parle vraiment de cet ego qui est un peu dissimulé, tu vois. Même si la décision elle est prise avec le cœur, forcément il y a un alignement de notre mental qui se fait sur nos décisions de cœur. Une réappropriation égocentrique. Et je crois que le piège pour moi, ça serait de rester là-dedans, d'être ce gars qui veut tout faire différemment, avant-gardiste ou initiateur. Et là, par exemple, en ce moment, je ressens l'envie de reconnecter avec la musique et avec la scène. Mmh. Et donc, dans ce choix-là, je vois qu'il y a une partie de mon ego qui commence à se dire, ouais, moi je fais différemment, moi je suis alternatif. Le piège, ça serait de rester fidèle à ce personnage-là et de dire non à des chemins qui pourtant m'appellent, comme le fait de retrouver les médias, le fait de retrouver le succès, par exemple, ou un éventuel succès, la lumière, de rejouer à ce jeu du système. Et là, je suis face à ça, et l'autre jour, je me disais, attention à pas rentrer dans ça, de continuer à vouloir être ce gars qui gagne, prendre la valeur au travers de cette audace. C'est bon, je sais que j'ai de l'audace, c'est bon, j'ai plus besoin de me le prouver, j'ai plus besoin de faire des chemins extravagants pour exister. Maintenant, il est temps aussi que je me mette face à moi-même et que je sois capable de revenir en arrière si je le veux, tu vois. Donc c'est ça par rapport à ce que tu me dis, le côté initiateur et nouveau. Ouais, il y a un côté de moi qui est comme ça, mais je crois que je suis capable aussi de pas l'être, et j'aimerais bien me permettre de pas l'être. J'aimerais bien me trahir, tu vois, parce que je pense que c'est ça le côté. Quelle trahison! Il est revenu dans le milieu de la musique alors qu'il avait dit que. Et ça, je l'observe avec attention en ce moment parce que le désir de retrouver la scène est là. Et du coup, je sais que j'ai fait une tentative de comeback il y a quelque temps avec mon livre et mon album solo, et je l'ai fait avec ce personnage-là de je veux pas aller dans les médias mainstream, je veux pas répondre à des interviews que je considère négatives ou quoi. Et ça a été un chemin authentique, certes, mais ça m'a amené de la frustration parce que je suis pas allé là où je voulais aller. Ouais. Parce que j'ai pas vibré comme je voulais vibrer, parce que je me suis fermé des portes tout seul en fait. Et ça, j'essaie d'être attentif. Je crois que la nouveauté, c'est bien, c'est cool, enfin c'est génial, ça ouvre des portes. Et ce rapport à la masculinité, c'est nouveau certes, mais je veux pas m'enfermer là-dedans non plus. Si un jour je veux ouvrir des retraites pour femmes, je le ferai. J'ai aucun problème à être honnête avec ça, parce que je crois que ce que j'aime moi, c'est transmettre. Et en ce moment, effectivement, je traverse quelque chose au travers de la masculinité, et il se trouve que c'est nouveau, mais si ça l'était pas, je serais quand même dans cette thématique, hein, tu vois. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais si, ça me met de la lumière du coup. Merci pour ta question, parce que ça vient confirmer quelque chose que j'étais en train d'observer, et j'aimerais bien pas répondre à ça. J'aimerais bien ne pas aller là où on m'attend, dire ouais, c'est le gars qui fait les choses différemment. Non.
J'ai pas envie d'être ça. Ouais, d'être dépendant de ce nouveau masque presque, ou en tout cas de cette partie. Ouais. En fait, être la caricature. Moi, je m'entends beaucoup, tu vois, je m'exprime beaucoup. Malgré le fait que j'ai quitté le milieu médiatique, je m'entends beaucoup et je suis un peu saoulé du perso que j'entends, tu vois, quand même. Et dès que je m'entends un peu répéter des choses, ça me fatigue. Je me fatigue. Donc, merci pour cette question qui m'amène à ça, en fait. Et peut-être pour refaire le lien justement avec les retraites et puis avec les médias et puis avec ta vie d'avant, dans le sens où ce que tu as vécu avant. Comment c'est accueilli le fait que tu proposes des retraites pour hommes? Est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça vient déclencher dans peut-être des gens qui t'auraient découvert, continuent de suivre dans un côté mainstream, on va dire? Ouais. Ça, j'ai pas trop de regard là-dessus parce que je crois que les réseaux nous créent une illusion et on sait pas trop en fait qui est là. Tu sais, on a des numéros, quoi. On a des numéros, alors je vois les gens qui commentent, qui soutiennent, je vois ceux qui sont là depuis longtemps. Je vois ceux qui partent. Je vois ceux qui arrivent. Je crois que c'est constamment renouvelé. J'ai l'impression que ça crée que ce personnage duquel je veux me méfier, il crée de l'admiration, tu sais, ce côté ah waouh, c'est cool, il était chanteur et il fait des retraites pour hommes, en gros, tu vois. Mais je trouve ça assez enfermant parce que je suis toujours chanteur, tu vois. Et j'essaie juste de m'exprimer au travers de plein de choses. Donc je sais pas trop comment c'est perçu. Je sais pas trop. Non, j'avoue, j'ai pas trop de regard sur ça. Non, j'aurais été curieux de voir si t'avais des retours, Non, mais il y a des gens qui te soutiennent, il y a des gens qui trouvent ça cool. Mais je pense que c'est souvent des nouvelles personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Là, les gens que je vois apparaître, c'est des gens qui savent qui je suis, qui savent d'où je viens. Certains ont pas du tout écouté, certains ont un peu suivi, certains sont fans. Et la plupart du temps, c'est oui, effectivement, ce message de merci pour ce que tu fais, c'est beau. Merci de faire partie de ce nouvel élan de l'humain, tu vois, ce message-là très New Age. Et qui est cool, qui est touchant, tu vois. Et qui me donne, malgré l'illusion et le côté, c'est un écran, quoi, tu vois. Souvent, ça me ramène de l'énergie parce que je trouve que l'ère digitalisée dans laquelle on est, dans laquelle je suis, parfois, elle me déconnecte profondément du pourquoi et des fois, je suis là, je fais tous ces trucs, tu vois, les retraites, j'ai du mal à les remplir malgré tout, hein, malgré le fait que tout le monde trouve ça magnifique, que je sois un gars enfin, tu vois, le rayonnement que je peux avoir sur les réseaux, je vois que il y a un décalage avec la matière et le fait que, mais c'est quand même dur, tu vois. Donc, souvent, je me dis, waouh, est-ce que vraiment c'est ça, tu vois, je me pose des questions. Et les messages de soutien, ça aide toujours. Les moments comme ça avec toi aussi, ça m'aide beaucoup. Parce que au travers de notre échange, moi, je reprends un peu le fil. Et ça me permet de m'harmoniser, entre guillemets, sur une énergie qui est là et que je peux oublier au travers de l'écran parce que aujourd'hui, ce qui fonctionne, ce qui compte, c'est combien de likes, combien de partages, combien de vues. Et que dès que on sort des bonnes statistiques, on se dit qu'on n'existe plus, qu'on a raté. Ça, c'est très très dur. C'est dur, ouais. Très très dur à gérer. Surtout que je suis seul alors, on est tous seuls en fait. Je suis seul, mais on est tous seuls. Alors j'ai du soutien, j'ai des gens qui m'accompagnent, tu vois. Mais l'existence que je mène, c'est moi qui la mène. Donc ce rapport-là, j'essaie de trouver un rapport sain. Et c'est pas simple. C'est même dur. C'est même très dur. Et je sais pas si ça t'arrive, vu que tu es, comme tu as dit, quand même une personne exposée, en tout cas qui est médiatiquement. Est-ce que t'as des haters ou des gens un peu qui viennent justement sur cette
que ce soit même avant dans ta carrière de chanteur, même si ta carrière de chanteur, pardon, est pas finie, Ouais. mais que ce soit dans ces moments où t'étais Ouais. un peu plus sur la scène en tant que chanteur et que maintenant en tant que, on va dire, animateur de retraite pour hommes, le fait que tu sois exposé, ça, il y a des choses qui se passent. Il y en a très peu. Très peu. Vraiment, il y a une énergie plutôt cool autour de ce que je propose. Les seules fois où il y a des intrusions un peu comme ça, c'est quand justement des vidéos deviennent virales. Quand justement tu as du succès selon les codes des réseaux, vues, partage et like, c'est là qu'apparaissent les haters ou les trolls ou je sais pas comment on les nomme. Ces humains là qui viennent te ramener un peu de nuance. Parce que il faut pas déconner quoi. T'as des millions de vues, plein de commentaires et des gens qui t'aiment, mais on va arrêter de se prendre pour un autre. Et donc il faut qu'il y ait les haters qui ramènent cette nuance. Et j'en ai peu, mais ouais, les dernières vidéos où c'était au travers des retraites justement, les haters venaient vachement cibler le prix et le fait que c'était cher et que c'était souvent ça en fait. Il y avait pas beaucoup plus de trucs. Si après, mais des choses assez classiques sur l'aspect physique, voilà ce que je renvoie, le côté hippie, machin. Bon. Ça, au final, moi, je suis conscient de mon personnage, donc ça me touche pas. Le côté prix, ça venait toucher quelque chose qui était juste. Donc, je pense que les haters, ils ont une vraie utilité. Ils viennent toucher aussi des cordes sensibles. Ils viennent mettre le doigt sur des endroits où on n'est pas assez solide. Donc, c'était vraiment très cool. Ça m'a permis d'affirmer, de dire non, moi, c'est ça que je veux. C'est juste. Et c'est très bien que ça soit affiché comme ça. Comme ça, j'assume, tu vois. C'est cher ce que je propose. Et c'est tout quoi au final. Les haters, s'ils viennent sur ça, il y a un truc que m'a dit justement la mère de mon fils à propos de ça parce que je le vivais quand même assez mal. Que je voulais savoir comment tu le vivais. Voilà. Je l'ai vécu mal parce que comme ça venait toucher un truc qui n'était pas encore résolu, qui était en process. Ça me mettait un peu en tension et surtout je comprenais pas trop et surtout ça m'agitait. J'étais assez électrique dans ces périodes-là. Les périodes de succès où il y a des vidéos qui percent l'algorithme, c'est assez troublant parce que tu as une partie de toi qui prend plein de shots de dopamine et cette dopamine elle amène un sentiment de légèreté de ouf où tu dis putain ça y est, enfin je sais pas, il y a plein de choses qui se passent, c'est pas vraiment des mots, c'est plutôt des sensations. Et le moindre petit message négatif vient contrarier ces shots de dopamine, tu vois. Donc j'étais assez électrique. J'avais beaucoup de mal à me détacher de l'écran et tout et Natalia elle me dit en fait le succès une des bases, une des lois du succès alors je sais plus comment elle me l'a dit mais en gros c'était ça, c'est les gens qui ont du succès, les gens qui sont impactants plutôt que succès, c'est plutôt le mot impactant. Ils bénéficient des deux énergies, des énergies positives et négatives, et que en fait les haters sont un socle, une structure hyper importante au succès et à l'impact. Si tu veux arriver à avoir un impact important, il faut que tu les mettes dans ton camp en fait. Parce que c'est vrai que si tu réfléchis sur une vidéo qui a 1 million de vues, il y a probablement la moitié qui n'aiment pas ce que tu fais. Hein. Les 500 000 vues, c'est probablement des gens qui n'aiment pas. Et comme ils aiment pas, ils ont peut-être revu la vidéo pour bien vérifier qu'ils aiment pas. Et puis s'ils aiment pas vraiment, ils vont peut-être prendre du temps et te donner de l'énergie en mettant un commentaire. Et cette énergie-là, elle te permet d'être impactant. Waouh, c'était vraiment ouf de réaliser ça. De switcher et de switcher, de me dire en fait merci les gars, merci. En plus de m'amener là où je veux aller, vous me permettez de voir des choses que je dois voir, comme le rapport à l'argent, qui est un sujet. Et donc quand je suis dans cette philosophie-là, c'est génial. Évidemment que quand je le traverse, c'est un peu plus chaotique. Mais le chaos était toujours très utile à traverser. Et quand on est bien entouré et qu'on se connaît aussi et qu'on se fait confiance, voilà, c'est beau ce qui en ressort, je crois.
Ouais, ça me parle. J'ai eu mes premiers commentaires négatifs ces derniers temps sur le podcast qui reste assez confidentiel pour l'instant. Ouais, c'est bien. Mais j'avais presque envie de lui dire merci, en fait, parce qu'il me, tu vois, un commentaire négatif, ça m'a permis aussi je sais qui je suis, et il y a des choses où je suis conscient, et c'est ok. Et je trouve que finalement, ça vient nourrir. Ouais, et puis des fois, c'est drôle. Là, faut être honnête, il y a des haters qui, parfois, disent des choses qui, moi, me font rire. Je lis le commentaire et premier degré, je suis mort de rire. Et c'est cool, au final. En fait, je crois que ce qu'on peut considérer comme négatif dans le monde, dans l'ère digitalisée, si on réfléchit bien et qu'on est dynamique intérieurement au niveau de notre introspection, tout est utile. Tout est utile. Cette mise en avant de ce qu'on peut considérer comme de la négativité ou de la violence permet l'émergence de la paix et de ce qui est de plus beau. Donc, si on le voit comme ça, évidemment. Oui, comme tu dis, sur le coup, ça peut être très désagréable, et après, quand tu prends un pas de recul, c'est là où ça peut être nourrissant. C'est ça. T'as lancé un podcast qui s'appelle le monologue du rêveur, et j'ai l'impression que la thématique des rêves est une thématique qui est importante pour toi. C'est quoi tes rêves, Flo, toi? Mes rêves, qu'est-ce que c'est mes rêves, tiens? Non, mais j'ai des rêves, mais pour moi, les rêves sont des prétextes. C'est un truc que je dis souvent et que je crois profondément vrai. Les rêves sont des prétextes à se mettre en mouvement, donc et à créer la dynamique pour évoluer vers soi-même, pour se découvrir un peu plus et pour jouir un peu de plus de liberté et de pouvoir sur son existence, tu vois. Donc mes rêves, ils m'amènent souvent vers des trucs qui me challengent. Là, c'était les retraites, ça continue de l'être. L'expression de ma parole au travers du podcast, en étant dans une authenticité, un flow, une vulnérabilité totale, c'était un des rêves aussi, pour lâcher des choses sur le contrôle, pour lâcher cette envie d'être le meilleur. J'ai décidé d'affronter ça en disant je vais appuyer sur on, enregistrer ce qui vient, appuyer sur off et le publier tel quel. Donc ça me fait évoluer, et les prochains rêves sur lesquels j'avance, c'est la reconquête de mon espace scénique. Donc là, refaire face à des peurs, refaire face à des schémas profondément ancrés, de la méfiance pour ce milieu. C'est un des endroits les plus challengeants pour moi. Et donc là, j'y vais. Je suis en chemin. Donc là, je suis dans la création. Je suis dans la phase de création avec cette intention-là de retrouver une adrénaline, une intensité dans ma vie qui passera par la communication sur scène. C'est ça un peu. Le rêve, en tout cas, qui m'habite en ce moment. Mais voilà, c'est toujours multidimensionnel, et celui-là, c'est le plus challengeant, bizarrement. Enfin, je sais pas si c'est bizarre, mais c'est celui qui est le plus challengeant. Ça m'a connecté. Je crois que t'en as parlé quand même tout à l'heure, que t'es je crois, une chanson sur la masculinité. Est-ce que c'est quelque chose qui va venir? Parce que ça m'a honnêtement connecté à Jérémy, frérot, qui a fait sa super chanson qui s'appelle Un homme. Non, elle est super. Ouais. J'y ai pas pensé. Je t'avoue, j'y ai pas pensé. Enfin, j'y ai pas pensé, c'est pas apparu encore. Celle de Jérémy, elle est vraiment très très belle et très très bien écrite, donc pour le moment on va dire que c'est lui qui porte ce flambeau. Faudrait trouver un angle de vue intéressant, mais non, c'est pas impossible. En ce moment, j'aborde des thèmes nouveaux entre guillemets. Je parle un peu plus de mes ombres, donc je pense que j'effleure par moment cette thématique, cette réalité d'homme, au travers notamment de l'amour, au travers je crois que je l'effleure. Mais non, j'ai pas spécialement réfléchi à ça. Peut-être que j'ai semé une graine. Ouais, merci. C'est vrai, c'est juste. Et d'ailleurs, si c'est ok, vous êtes toujours en lien avec Jérémy, quoi? Ouais, 10 minutes avant de commencer, j'étais en train de parler avec lui. On a un rapport assez éloigné, et par moments, on connecte et on échange sur ce que chacun est en train de traverser et de vivre. Dans une de tes vidéos, je sais plus si c'était dans le vlog, t'en parlais un peu tout à l'heure,
T'as cette envie de créer aussi ensuite des retraites pour femmes ou même des retraites de couple? En fait, c'est multidimensionnel, ça. C'est, pour moi, la suite logique, elle va être liée avec ce que je traverse. Donc, si je suis dans une thématique qui impacte le couple, ça sera probablement autour du couple. Je sais que mon fils va être adolescent. Et je sais que il y a un truc qui m'habite depuis longtemps et je sens que c'est quelque chose que je ferais. Ce serait de proposer des espaces de retraite pour père, fils, à un âge particulier, tu vois, une tranche d'âge, on va dire, entre 13 et 16 ans peut-être, parce que il se joue à ce moment-là des choses vraiment charnières et je trouverais ça magnifique de pouvoir créer des rencontres de plein d'ados et de plein de papas au travers de thématiques communes. Et ouais, ça me parle profondément. Je crois que je suis en train de travailler, de construire des choses pour de toute façon accompagner mon fils. Donc après, c'est juste des décisions de est-ce qu'on kiffe, est-ce qu'on se fait un délire comme ça. Et tu sais, je l'ai déjà parlé avec des papas, hein, avec des potes qui sont papas, et à chaque fois c'est genre ah mais viens déjà, on se le fait nous, tu vois. Ça commence par ça en fait, ça commence toujours par ça. Bien, on se fait un week-end, on prend que les boys, on fait camping, et déjà c'est ça en fait. Je crois créer le rapport à la masculinité, c'est créer des repères. Moi, j'ai la chance de vivre maintenant seul avec mon fils, et je sais que je crée des repères du masculin parce qu'il me voit être. Tu sais, ils sont pas cons les gamins. On était pareil. Hein, les paroles, ça marche, mais il y a les actes, il y a les énergies, il y a ce qu'il ressent. Et mon fils, il capte tout. Ben voilà, ils sont ultra sensibles, ultra perceptifs, ils perçoivent tout, donc même les conversations qui lui échappent, il les a captées. Et donc c'est tous ces repères qui créent finalement le lien avec le masculin. Et moi je suis conscient de ça de plus en plus, et j'essaie d'être un repère. Voilà, j'essaie d'être qui je suis en fait. J'allais dire un beau repère ou un bon repère, mais en fait non, j'essaie d'être qui je suis tout simplement. Ouais. Merci, on arrive tout doucement vers la fin. Ta prochaine retraite, elle est en février, donc c'est ça. T'as une intention particulière pour celle-ci? Celle-là, elle va être vraiment cool parce que j'ai voulu pousser le curseur encore plus loin. Et on a rajouté des jours par rapport au départ où je le faisais sur 4 jours. Là, on est sur 7 journées. Il y a alors le programme est toujours secret, mais il y a des intervenants là où avant je faisais tout seul. Il y a des expériences de l'inconfort, mais aussi de la douceur. Il y a de la libération émotionnelle. Il y a, ouais, vraiment, je suis allé plus loin et elle va être cool. Elle va être cool. J'ai voulu prendre encore plus soin de celle-là dans l'aspect multidimensionnel. Les autres étaient très axés défi, inconfort, et là j'y ai rajouté cette partie de douceur. Et j'ai gardé tous les gros rendez-vous. Et vraiment, ça va être une expérience de vraiment de ouf. Sur cette île, en plus, à Tenerife, où, bah voilà, tu découvres, je vais leur faire découvrir des endroits particuliers. Donc ouais, ça va être chouette. Chouette. Est-ce que tu aurais un mot, une réflexion, un partage pour terminer? Bah, merci, c'est le premier mot là, qui me vient. Merci à toi pour l'échange. Et c'était super. Je crois que tu m'as permis de dire des choses que j'avais pas pu dire avant. Dans ce genre d'échange, j'ai accédé à des choses nouvelles. J'ai vu des choses nouvelles aussi, et j'ai passé un très bon moment. Donc merci. Mais écoute, d'une part, ça me touche ce que tu dis là, et moi aussi, j'ai passé un très bon moment. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir fait un voyage avec toi. Donc, introspectif de toi. Un peu high. Ouais. Bon, bah Flo, de toute façon, je mettrai les liens vers ton podcast, vers la retraite, carrément. Merci dans la description du podcast. Et puis, bah écoute, si tu reviens de ces quatre dans les Landes et Pays Basque, n'hésite pas. Ouais, sans aucun doute. J'aime trop la France et ces coins-là particulièrement. Toi, t'as de la famille encore par là, ou c'était vraiment toi? Ouais, mes parents. Ouais. Mes parents, ils sont sur le bassin. J'ai des amis dans les Landes. Et j'aime beaucoup la côte landaise.
Donc ouais, avec plaisir de te rencontrer, Loïc. Également. Mais je te souhaite une belle journée à Tenerife, une belle fin d'année. Yes. Et puis au grand plaisir. Merci. Ciao, Claude. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.